Alors, bonjour tout le monde, bienvenue. Si vous êtes ici, c'est que vous savez un peu de quoi il sera question aujourd'hui. Donc, on va faire la présentation du plan d'action de la politique pour les personnes proches aidantes. Et je veux vous présenter un peu quand même nos conférencières parce que, on est quand même content de les avoir avec nous. En premier lieu, je vous présente Michel Archambault. Bonjour Michel. Michel est titulaire d'un baccalauréat en ergothérapie ainsi que d'une maîtrise en gestion et en développement des organismes. Elle pilote actuellement au ministère de la Santé et des Services sociaux l'ensemble des travaux en lien de la proche aidance. Et petit clin d'œil, Michel était quand même à l'origine, en fait, au tout début là, des travaux de la communauté de pratique aînée. Donc, c'est comme une habituée finalement de notre communauté de pratique. Sinon, on a aussi Marie Gagnon, qui est diplômée de l'Université Laval. Elle a complété un baccalauréat en service social en 2015, ainsi qu'une maîtrise dans le même domaine en 2017. Depuis un peu plus d'un an, elle est conseillère en proche aidance au ministère de la Santé et des Services sociaux et elle a participé à la réalisation de la politique nationale pour les personnes proches aidantes ainsi qu'au plan d'action. Donc, sans plus attendre, mesdames, il est déjà 12h05. Je vous laisse le plancher, je vous laisse toute la place pour la présentation du webinaire et à tous, je vous souhaite bon webinaire. Merci Céline, merci. Bonjour à tous. On est bien contente, Marie et moi, de vous accueillir aujourd'hui pour une présentation du plan d'action. Vous avez aussi rencontré pour une présentation de la politique nationale pour les personnes proches aidantes et de la loi. Donc, c'est vraiment un bonheur pour nous là, de vous faire un grand survol du plan d'action, un plan d'action costaud avec 61 mesures. Donc, on ne pourra pas entrer dans le détail pour chacune des mesures. Mais de vous en donner quand même une belle idée, une idée de ce qui s'en vient dans le fond pour les 5 prochaines années. Donc, pour ce faire, on va faire quand même un court retour sur la politique nationale, notamment sur la vision, ce qu'est une personne proche aidante, les principes directeurs, et on va plonger ensuite dans vous présenter le plan d'action. Moi, je vais faire la première partie. Marie va davantage vous présenter le plan d'action, les mesures du plan d'action gouvernemental, en mettant l'accent sur vraiment les mesures qui peuvent être d'intérêt davantage pour vous ou qui sont plus structurantes. On va essayer que ça ne fasse pas liste d'épicerie parce qu'avec 61 mesures, il y aurait beaucoup à dire et puis de se garder un temps pour vos commentaires par la suite. Donc, on y va. La vision, petit survol rapide, en fait, c'est vraiment qu'on reconnaisse dans notre société québécoise la part considérable des personnes proches aidantes, sans égard à leur âge, au milieu de vie, à la nature des incapacités des personnes qu'elles soutiennent, donc des aidés. Les personnes proches aidantes sont considérées et doivent être considérées, et ça, c'est le sous-titre de notre politique, dans le respect de leur volonté et de leur capacité d'engagement. Il ne faut pas présupposer de leur engagement, il faut toujours leur valider. Et ils doivent être considérés comme des partenaires dont l'expérience et les savoirs sont valorisés, tout autant que l'expérience et les savoirs de nos usagers. C'est une vision inclusive des différentes réalités des personnes proches aidantes. Dans le fond, le soutien doit s'inscrire dans une approche globale qui engage à des actions qui sont concertées, qui sont coordonnées par l'ensemble des secteurs afin qu'on puisse donner une réponse adaptée tout au long du parcours de cette diade-là, hein, personne aidante aidée qu'on considère comme une diade. Quand on dit l'ensemble des secteurs, c'est parce que la proche aidance, ça ne touche pas juste la santé et les services sociaux, mais ça touche aussi la conciliation, travail, famille, proche aidance, les études proche aidance pour les personnes proches aidantes à l'étude notamment, aux études notamment. La personne proche aidante dans la loi, la proposition québécoise, la loi, en fait, au Québec, c'est une définition très large et inclusive des personnes proches aidantes. Et donc, c'est toute personne qui apporte un soutien à un ou plusieurs membres de son entourage qui présente une incapacité, soit temporaire ou permanente, qui soit de nature physique, psychologique, psychosociale ou autre, peu importe l'âge de la personne aidée, le milieu de vie, mais avec qui la personne proche aidante partage un lien affectif, qu'il soit familial ou non. Encore une fois, dans la définition, dans la loi, le soutien peut être
continu ou occasionnel à court, à long terme. Il doit être offert à titre non professionnel par ailleurs et offert de façon libre, éclairée et révocable. Puis ce soutien-là a pour but de favoriser le rétablissement de la personne aidée, le maintien, l'amélioration de sa qualité de vie à domicile ou dans tout autre milieu de vie. Et là, ici, dans la définition, il y a quelques exemples. Le soutien apporté peut être notamment en lien avec le transport, les soins, l'aide aux soins personnels, aux travaux domestiques, le soutien émotionnel, la coordination des services. Et dans la définition, on a notamment inscrit à la suite de la commission parlementaire que être personne proche aidante, ça peut entraîner des répercussions financières ou limiter la capacité de prendre soin de sa propre santé physique ou mentale ou à assumer ses autres responsabilités sociales et familiales. Donc, c'est une définition large et inclusive qui ne donne pas droit à tout, bien sûr. On vient baliser cette définition-là pour donner accès des fois à certains services, à certains financements, des crédits d'impôt, mais on voulait vraiment un projet de société qui reconnaît l'ensemble des personnes proches aidantes. Les principes directeurs de la politique nationale, j'y reviens rapidement, mais c'est vraiment important d'y revenir, il y en a 7, parce que dans la loi, c'est indiqué que ce que tout ministère et organisme développe, qui peut avoir un impact sur les personnes proches aidantes, admettons que le Code du travail était revisé, que de différents crédits d'impôt étaient revisés, bien, les ministres doivent dans la loi, là, tenir en compte ces principes directeurs-là dans les changements qu'ils font. Fait que c'est vraiment pas anodin que ce soit inscrit comme ça dans une loi. Donc, le premier principe directeur, c'est de reconnaître que chaque personne proche aidante est une personne à part entière qui doit être traitée avec dignité, sollicitude et dont il faut favoriser la bien-traitance. Notamment, vous allez voir un peu plus loin qu'il va y avoir des actions en lien avec ça, avec Proche Aidance Québec. Le deuxième principe directeur il faut reconnaître l'apport considérable des personnes proches aidantes à notre société québécoise et l'importance de les soutenir. Le troisième principe directeur, c'est qu'il faut tendre à favoriser la préservation de la santé et du bien-être des personnes proches aidantes, notamment sur le plan de la précarisation financière ainsi que le maintien de leur équilibre de vie. Ça, là, c'est vraiment, on fait tout ça comme société pour arriver à ça. Et puis, c'est ça qu'on va mesurer, la préservation, la santé, le bien-être, l'équilibre de vie au fil des 5 ans, parce que notre plan d'action va se renouveler au fil des 5 ans. C'est ça qu'on va, c'est notre grande étoile, c'est ce qu'on veut atteindre. Ensuite, l'autre principe directeur, le quatrième, c'est qu'il faut considérer qu'il y a une diversité de réalités des personnes proches aidantes et de leurs relations avec les personnes aidées, et donc une diversité de réalités dans la réponse à leurs besoins spécifiques, et ce, à toutes les étapes de leur trajectoire de soutien, depuis le tout début, se reconnaître, l'autoreconnaissance comme personne proche aidante, jusqu'au processus de deuil, autant de la personne qu'on a aidée que du rôle qu'on avait comme personne proche aidante auprès d'elle. C'est ce qu'on appelle la post-aidance. Le 5e principe directeur, reconnaître l'expérience des personnes proches aidantes et de leur savoir, de même que ceux de la personne aidée, de les considérer dans le cadre d'une approche basée sur le partenariat. Le 6e principe, c'est le sous-titre de notre politique, respecter les volontés et les capacités des personnes proches aidantes quant à la nature et l'ampleur de leur engagement. Et le 7e, c'est au niveau des partenariats entre les ministères, les organismes, à tous les paliers, national, local, régional, pour favoriser des réponses adaptées. Donc, un survol pour nous rappeler ces principes directeurs-là. Qui sous-tendent toutes nos actions et les vôtres aussi. Ici, c'est notre tableau synoptique de la politique. En fait, c'est les 4 axes. Il y a 12 orientations à la politique nationale des personnes proches aidantes qui sont sous 4 axes, 3 orientations par axe, avec les valeurs autour de dignité, solidarité, d'équité, de bien-traitance, la DIAD, bien au centre, personnes proches aidantes, personnes aidées. Puis les 4 axes, en fait, le premier, c'est vraiment la reconnaissance, l'autoreconnaissance. Il y a 3 orientations pour favoriser ça sur 5 ans, avec plusieurs mesures. C'est Marie qui va vous en présenter quelques-unes. L'axe 2, c'est vraiment un des grands besoins des personnes proches aidantes, c'est d'avoir des besoins d'information, de formation. Donc, il y a beaucoup de mesures là, pour aller soutenir ce besoin-là, développement de capsules, d'information, de formation, tout autant de personnes proches aidantes qu'aux intervenants comme vous qui travaillez avec les personnes proches aidantes. L'axe 3, c'est notre axe santé et services sociaux avec toutes les mesures en lien avec le soutien aux personnes proches aidantes, que ce soit psychosocial ou de répit notamment.
L'axe 4, c'est de développer des environnements qui soutiennent les personnes proches aidantes. Et donc, il y a beaucoup de mesures de d'autres ministères en lien avec cet axe-là pour favoriser l'équilibre de vie et puis la qualité de vie des personnes proches aidantes. Donc, notre plan d'action, on entre dans le cœur, c'est 61 mesures concrètes pour reconnaître les personnes et soutenir les personnes proches aidantes qui sont divisées dans nos 12 orientations. On a élaboré ça, on avait 6 mois pour faire le plan d'action, d'avril à octobre. C'était une chance qu'on a pu travailler avec Teams, parce que sinon, je pense que ça n'aurait pas été possible. Hein? Ça a été un bon coup, dans le sens où on a travaillé avec 17 ministères et organismes différents, puis avec 15 directions au ministère de la Santé et des Services sociaux. On avait à faire le plan d'action très rapidement, mais on le fait en grand partenariat avec ces instances-là et avec plusieurs partenaires nationaux pour développer des mesures qui faisaient sens. Ça nous a permis d'être très agiles, de pouvoir fonctionner là, en rencontre Teams tout l'été, d'heure en heure. On vous avait consulté également, on avait consulté la communauté de pratique, les gestionnaires pivots, au printemps dernier pour initier nos travaux du plan d'action. Donc, on a vraiment mis ces ingrédients-là dans nos travaux comme ingrédients. Vous dire, dans le fond, à la diapositive suivante, le plan d'action sur 5 ans totalise un investissement gouvernemental de 200 600 000 $ pour les 61 mesures. Dans l'axe 1, l'axe de reconnaissance, c'est une vingtaine de millions qui sont investis. L'axe 2, l'information, la formation, la recherche, 20 millions. L'axe 3, vraiment, là où on parle de soutien psychosocial et de répit, principalement, là, c'est le cœur, hein, 155 millions sur 5 ans pour soutenir les personnes proches aidantes. C'est un premier plan d'action, il faut aussi le voir comme ça, mais vraiment, ça donne l'idée du poids des investissements dans des besoins de soutien psychosocial et de répit. Et 3,5 millions pour les environnements soutenants, ce qui concerne les autres ministères. Donc, ça nous amène en fait à vous présenter plus spécifiquement là, certaines mesures du plan d'action auxquelles vous pouvez avoir accès, dans le fond, dans le grand document là, qu'on va mettre dans le chat. Là. Mais Marie, je t'invite à d'entrer de jeu. Merci, Michel. C'est ça. Comme a dit Michel, on va vous présenter certaines mesures. Pour ce qui est de l'orientation 1.1, en fait, il y a une campagne en proche aidance au mois de novembre et décembre qui coïncide avec la Semaine nationale pour les personnes proches aidantes. Peut-être que vous avez entendu des publicités à la radio sur les personnes proches aidantes. Puis, sachez que les outils qui ont été développés vont pouvoir être utilisés aussi dans vos établissements. Donc, c'est une campagne qui se veut récurrente sur différents thèmes à chaque année, pendant toutes les années du plan d'action au moins. Dans l'orientation 1.2, on veut vraiment mettre l'accent sur la mise en place d'une coordination territoriale en proche aidance. En fait, il y a 27 coordonnateurs en proche aidance dans chaque CCCIUS au Québec. Ceux-ci sont d'ailleurs en partie nommés, ils vont continuer de l'être en 2022. C'est vraiment la mise en place d'une coordination territoriale en proche aidance, c'est vraiment pour qu'il y ait une meilleure concertation, une intégration aussi de toutes les actions qui se font en proche aidance dans les différentes communautés. Il faut savoir que chacun des coordonnateurs va agir à titre de spécialiste de l'aide aux proches dans tout le continuum de santé et de services sociaux auprès de ses partenaires. Puis aussi, c'est ça, un coordonnateur qui fait la liaison avec les communautés ethnoculturelles et langue anglaise et 3 pour les Premières Nations inuites. Donc, c'est sûr que vous allez en entendre parler, c'est très important, les coordonnateurs en proche aidance. Ensuite, ici, pour favoriser la collaboration avec les personnes proches aidantes, il y a une mesure qui est faite par le curateur public qui va impliquer les personnes proches aidantes elles-mêmes dans le développement de leurs services. La participation des personnes proches aidantes dans l'évolution des services du curateur va vraiment permettre de mieux prendre en compte leurs besoins, leurs attentes, leurs préférences. Donc, c'est vraiment vous allez voir tout au long de la présentation, il y a beaucoup de collaboration, de partenariat. C'est vraiment au cœur du plan d'action avec les personnes proches aidantes elles-mêmes. Donc, l'axe 2, vraiment,
un axe assez touffu avec une vingtaine de mesures. Comme pour l'orientation 2.2 ici, on voit vraiment que c'est pour les besoins d'information et de formation des personnes proches aidantes. Il y a vraiment une variété de projets qui vont être développés. Moi, je vais mettre l'accent ici sur la mesure 12 qui est réalisée en partenariat avec l'appui pour les proches aidants. Puis, ça concerne les technologies de l'information. En fait, c'est des programmes de formation et de soutien en ligne pour outiller et accompagner les personnes proches aidantes au regard de leurs besoins. Donc, ça, c'est déjà en branle, puis ça va continuer de l'être. C'est très novateur. Un autre exemple aussi, qui est la mesure 13, qui vise à déployer un programme de formation pour les personnes proches aidantes par les pairs en matière spécifiquement de soins palliatifs et de fin de vie. En fait, ce programme-là, il va être élaboré il va être élaboré pour les personnes proches aidantes. Puis, il aborde différents thèmes, en fait, comme l'annonce du pronostic, l'aide médicale à mourir, à domicile, le deuil des proches, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que le programme est conçu pour que la formation soit donnée par une personne proche aidante partenaire, en fait, une personne ayant déjà vécu une expérience d'accompagnement d'un proche qui est décédé. Donc, cette personne-là, par son savoir expérientiel, va agir à titre d'animatrice des ateliers du programme. Donc, c'est une autre des mesures du plan d'action. Ici, il y a une autre mesure avec Proche Aidance Québec, anciennement le RANQ, en fait. Il est visé de sensibiliser les personnes proches aidantes en emploi aux répercussions liées à leur rôle et à les informer des différentes mesures existantes de conciliation travail, responsabilité de proche aidance. Donc, Proche Aidance Québec a fait beaucoup de travaux en lien avec la conciliation, travail, famille, études, tâches de proche aidance. Donc, vraiment une autre très belle mesure ici. Dans l'orientation 2.2, qui, elle, concerne l'identification, la réponse aux besoins et de formation des acteurs concernés, donc, entre autres, les intervenants du réseau, les gestionnaires dont vous êtes. Une des mesures très importantes, c'est la création d'une formation sur les besoins des personnes proches aidantes, justement, spécifiquement pour les intervenants, les professionnels, les gestionnaires. Cette formation-là va être développée par le CREGES, le centre de recherche, et donc, elle va être admissible dans, je ne veux pas trop m'avancer, mais dans les prochaines années pour que vous la suiviez. Puis, l'approche de partenariat en contexte de soins et services va être aussi au cœur de cette formation-là. Donc, on a très hâte de voir le développement de cette formation-là aussi. Je vais continuer avec des belles mesures avec d'autres partenaires, par exemple la Fondation Émergence, qui est un partenaire important, en fait, va sensibiliser les intervenants du réseau, les organismes communautaires aussi, aux enjeux que vivent les personnes proches aidantes LGBTQI. Puis, il y a aussi une autre mesure en collaboration avec l'appui pour les proches aidants. En fait, l'appui va donner une formation au personnel de l'Office des personnes handicapées pour les sensibiliser aux enjeux que vivent les personnes proches aidantes à leur réalité, entre autres. Parce qu'il faut savoir que l'OPHQ a des employés qui sont directement en contact avec la clientèle et donc avec les personnes proches aidantes. Je vais continuer avec l'axe, l'orientation 2.3 qui est spécifiquement pour la recherche, le transfert des connaissances. En fait, il y a encore une fois plusieurs mesures, puis je voulais mettre l'emphase aussi sur la mesure 27, l'Observatoire québécois pour la proche aidance qui a été institué avec la loi pour soutenir et reconnaître les proches aidants. Mais en fait, l'Observatoire est institué et a débuté ses travaux. Puis, c'est vraiment un lieu, en fait, axé sur la mobilisation, le transfert des connaissances. L'Observatoire souhaite catalyser les forces vives en proche aidance et toujours dans une approche de partenariat. Il faut dire que sur le comité de l'Observatoire, il y a aussi des personnes proches aidantes et des chercheurs, mais donc, il y a une mixité d'acteurs en proche aidance.
Puis, il y a aussi la mesure 32 qui concerne les Premières Nations et les Inuits. En fait, on veut documenter les pratiques inspirantes en matière de proche aidance pour cette clientèle-là. On sait que la proche aidance, cette population-là plutôt, on sait que la proche aidance dans les communautés des Premières Nations et Inuits va se vivre vraiment différemment. Donc, c'est pour ça qu'on a un intérêt aussi à documenter cela. Maintenant, en fait, il y a une mesure qui est transversale à l'axe 3, qui est l'axe justement des développements des services de santé, services sociaux. C'est vraiment une mesure forte pour nous. C'est l'élaboration d'un cadre de référence qui va présenter un ensemble de services intégrés en matière de soutien aux proches aidants. Puis c'est vraiment transversal justement à tous les programmes services du réseau de la santé et des services sociaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'élaboration de ce cadre-là va permettre de préciser les lignes directrices dans les milieux au sein desquels vont être mises les actions qui sont prévues pour mieux accompagner et soutenir les personnes proches aidantes. En fait, ce cadre de référence-là, il va vraiment avoir comme objectif d'assurer la mise en œuvre et la pérennisation de l'approche de partenariat qui revient tout au long de la présentation, comme vous voyez. Par exemple, ce cadre de référence-là, il va pouvoir spécifier quand ouvrir un dossier pour les personnes proches aidantes, aussi comment effectuer les statistiques pour les dossiers proches aidants, des choses comme ça. Puis les travaux du cadre de référence vont s'échelonner jusqu'en 2023. Puis tous les programmes services y collaboreront. C'est vraiment un chantier aussi important. Puis c'est sûr que vous allez en réentendre parler, mais c'est vraiment important. Puis ensuite, pour évaluer les besoins en matière de services sociaux pour les personnes proches aidantes, en fait, l'orientation 3.1 maintenant, il y a la mise en place d'un outil qui permet de repérer les personnes proches aidantes et aussi de les orienter vers les ressources appropriées. Je vous en parle justement parce que cet outil-là et le site web Référence Aidance Québec. L'outil est sorti avec le site web. En fait, il y a eu un lancement la semaine dernière. Puis justement, il va y avoir un autre webinaire juste sur l'outil et le site web Référence Aidance Québec qui va avoir lieu en janvier prochain sur le site web de la communauté de pratique, en fait. Puis ça, c'est une belle collaboration entre l'Appui pour les proches aidants, la Fédération québécoise des sociétés d'Alzheimer et le ministère. Donc, c'est sûr que vous allez en réentendre parler. Pour ce qui est maintenant du soutien aux personnes proches aidantes pour des services de santé adaptés, donc l'orientation 3.2, il y a la mesure 39, c'est une mesure en lien avec les services sociaux généraux. En fait, c'est très important. On veut faciliter l'accès aux services sociaux généraux pour les personnes proches aidantes. On sait déjà que ces services-là peuvent s'avérer d'un grand soutien vraiment pour les personnes proches aidantes au fil de leur parcours de proches aidants, mais aussi en post-aidance, notamment des services de consultation sociale et de consultation psychologique. Le programme, les services sociaux généraux, il va y avoir des travailleuses sociales qui vont intervenir auprès des personnes proches aidantes. Il va aussi avoir du reaching out dans les communautés. On veut vraiment que les services sociaux généraux, en fait, les services sociaux généraux se mobilisent pour les personnes proches aidantes. Puis il va être également possible de référer les personnes proches aidantes vers les services sociaux généraux. C'est vraiment un changement de paradigme. Donc, ça, c'est une des grandes mesures. On a aussi des mesures qui concernent le répit, par exemple, une mesure pour les services de centres de jour qui sont offerts dans les maisons de soins palliatifs, plus précisément. En fait, il y a certains centres de jour dans les maisons de soins palliatifs, puis ça permet à la personne proche aidante, évidemment, de maintenir un équilibre entre sa participation aux soins de la personne aidée, mais aussi toutes les autres sphères de sa vie en ayant un répit, donc, éviter l'épuisement, protéger sa santé. Puis, ça aussi, c'est intéressant parce que pour la personne aidée, un centre de jour comme ça lui permet de rester le plus longtemps dans son milieu de vie, tout en ayant les soins nécessaires en centre de jour, en soins palliatifs. Donc, ça, c'est une autre mesure. Pour ce qui est de l'orientation 3.3, comme je l'ai déjà dit souvent, le travail en partenariat, c'est vraiment central. Et justement, il y a un appel à projet qui va avoir lieu dans les établissements du réseau au sujet de l'approche de partenariat avec les personnes proches aidantes et en contexte de soins et de services.
Puis, il y a une révision de politique de visite de différents milieux de vie qui va se faire pour rendre les milieux de vie aussi plus inclusifs. On a vu que l'accès au milieu de vie, ça n'a pas toujours été facile pendant la pandémie. Puis, on veut vraiment réviser les politiques de visite. Puis aussi, à ce sujet-là, il y a le plan d'action qui est à paraître de la politique d'hébergement et de soins de services de longue durée, qui, elle, est parue en avril 2020, qui va présenter des actions concrètes pour accueillir et accompagner les personnes proches aidantes dans leur parcours au sein des milieux de vie, que sont les milieux d'hébergement précisément. Donc, je voulais juste vous le nommer. Ce plan d'action-là est à paraître en 2022. Donc, l'axe 4, comme Michel l'a dit plus tôt, en fait, c'est vraiment celui du développement d'environnement conciliant pour les personnes proches aidantes. Les mesures dans cet axe-là sont principalement développées par d'autres ministères et organismes, donc les 16 autres ministères et organismes qui ont été des grands partenaires pendant la réalisation du plan d'action. Il y a beaucoup de mesures qui permettent de documenter certaines situations, puis ensuite, il faut comprendre que c'est des mesures, dans le fond, pour documenter, mais ensuite, dans un second plan d'action, on va passer à l'action. Donc, par exemple, il y avait beaucoup de préoccupations sur la conciliation travail-famille-études. J'en ai parlé d'ailleurs avec une mesure de Proche Aidance Québec, mais c'est un dossier important. Puis le ministère de la Santé et des Services sociaux va animer un comité de travail interministériel sur le sujet avec plein d'acteurs différents comme le ministère de la Famille, le ministère de l'Éducation, Travail, etc. Puis ce comité-là va aussi avoir comme responsabilité d'étudier la précarisation financière des personnes proches aidantes. Deux autres mesures vraiment qu'on est très content, c'est que le ministère de l'Éducation, le ministère de l'Enseignement supérieur, vraiment se sont rendus compte en fait qu'il y avait beaucoup de personnes proches aidantes dans leur milieu, puis que c'était vraiment important donc de les soutenir. Puis donc, premièrement, en fait, c'est vraiment une mesure justement pour documenter un peu la prévalence, les réalités des jeunes proches aidants. Puis ensuite, une fois que cette étude-là va donner un peu un portrait de la proche aidance jeunesse, il va y avoir 2 guides qui vont être réalisés pour soutenir les intervenants, les professeurs qui œuvrent dans ces milieux-là. Il va y avoir un guide spécifiquement pour le primaire et le secondaire, mais il y a aussi un autre guide pour le cégep et l'université, comme on sait que c'est des réalités complètement différentes. Il va y avoir, c'est ça, 2 guides distincts. L'orientation 4.2 de faciliter de faire, oui, pour favoriser le maintien de l'équilibre entre le rôle des personnes proches aidantes et les autres sphères de leur vie. En fait, on fait la promotion du service de médiation d'Équijustice auprès des personnes proches aidantes et des personnes aidées. Et on forme les médiateurs aux enjeux de la proche aidance. En fait, Équijustice, justement, va former ces médiateurs. Donc, vraiment, tous les réseaux sont touchés, puis tout le monde va entendre parler de la proche aidance au Québec. Ensuite, pour faciliter l'exercice du rôle des personnes proches aidantes, il y a plusieurs autres mesures ici, dont une mesure du curateur qui va offrir des services de soutien améliorés aux représentants légaux. On voit, j'ai déjà parlé du curateur précédemment, mais le curateur ici veut proposer une gamme de services transformés en matière de proche aidance. L'objectif de cette mesure-là, c'est vraiment de lever certains obstacles à l'engagement des proches en simplifiant l'exercice de leur mandat par l'intermédiaire de services numériques modernes et souples. Donc, ça, c'est ça pour la mesure du curateur. La dernière orientation, il y a 2 mesures dedans sur la prévention de la précarisation financière. En fait, j'en ai déjà parlé un peu, mais il y a une mesure, en fait, qui veut connaître les personnes proches aidantes qui sont à risque de précarisation financière, faire un portrait un peu. Puis ça va se faire en collaboration avec plusieurs ministères, comme le ministère du Travail et des Finances, entre autres. Puis, la dernière mesure du plan d'action, en fait, c'est sur les crédits d'impôt puis les programmes de soutien financier, de diffuser l'information. On veut que les personnes proches aidantes savent à quoi ils ont droit, entre autres. Puis, je voulais aussi revenir sur une mesure plus en particulier, qui est la mesure 22, qui est la mise en place d'une communauté de pratique en proche aidance. En fait, normalement, celle-ci devrait voir le jour au printemps 2022.
la communauté de pratique en prochain DAS, elle va devenir accessible vraiment à l'ensemble du réseau, puis elle va rassembler les professionnels, les chercheurs, les coordonnateurs territoriaux dont j'ai parlé tantôt, les gestionnaires qui veulent mieux soutenir et favoriser la pleine reconnaissance des personnes proches aidantes, un peu comme la communauté de pratique aînée en fait. Puis celle-ci va offrir un accès rapide à des sources d'informations diversifiées. Il va y avoir un croisant de savoir scientifique et tacite. Puis on veut faire connaître les pratiques prometteuses, toutes les nouvelles initiatives dans le réseau et en recherche aussi. Ça va stimuler et accompagner la coproduction de nouvelles connaissances, générer des nouvelles pratiques, etc., etc. Puis évidemment, le transfert de connaissances est au cœur de cette communauté de pratique-là par des webinaires comme aujourd'hui ou par des capsules, des ateliers de discussion, etc. Puis, on voulait aussi vous nommer vraiment que la communauté de pratique, ça va garder un lien fort avec la communauté de pratique aînée. Donc c'est ça. Puis, simplement, en conclusion, vous dire vraiment que le plan d'action engage l'action gouvernementale dans la reconnaissance et le soutien aux personnes proches aidantes. C'est la dernière pierre qui manquait après la loi et la politique. Puis, on vise vraiment à répondre aux grands besoins qui ont identifiés dans les dernières années par les nombreuses consultations. On parle ici, dans le fond, que le plan d'action va répondre à différents besoins, des services de répit diversifiés, l'accès à du soutien psychosocial et à de l'information, de la formation, autant pour les personnes proches aidantes que pour les intervenants, gestionnaires, etc. Vous pouvez constater avec ce bref survol, en fait, que les mesures sont vraiment variées dans leurs objectifs, dans leurs moyens. Elles vont toucher différentes clientèles. Puis, en ce sens, le plan d'action il est en cohérence avec la définition de personnes proches aidantes, car il permet à toutes les personnes proches aidantes, peu importe leur âge, le genre, l'identité de genre, l'origine ethnoculturelle, l'orientation sexuelle, etc., de se reconnaître et d'être reconnues. Donc, les 61 mesures prennent vraiment en compte la diversité des réalités des personnes proches aidantes et de la diade aidante aidée. Fait que c'est là-dessus que je voulais terminer. Puis on vous remercie vraiment aussi pour votre écoute. Puis on est là pour répondre à toutes vos questions. Merci, Marie et Michel. Je pense que vous pouvez être fiers parce que c'était quand même un tour de force, hein, on s'entend, de tout ce travail-là là, en 6 mois, un plan d'action interministériel aussi, là, vraiment un gros bravo tout le monde. Parce que vous aviez aussi une autre équipe, là. Il y avait vous deux, mais vous êtes accompagné là, de toute une équipe aussi au travers de ça. Avant de passer à la période de questions, vous voyez dans le clavardage, je vous ai envoyé un formulaire là, pour finalement un sondage de satisfaction. Je vous invite à le remplir, ça nous aide à améliorer notre travail. Donc voilà, sinon j'ai déjà une question de Madame Lisanne. Peut-être Lisanne, si vous voulez ouvrir votre micro. Nicole, est-ce que c'est possible de donner l'accès au micro là, pour les participants? Des fois, il y a un petit délai. Oui, pardon, Céline, oui, les gens ont accès pour activer leur micro eux-mêmes, en fait. Parfait, merci beaucoup. Donc, Lisanne, vous pouvez activer votre micro. Oh, peut-être que Lisanne ne veut pas tout de suite. Je vais vous laisser 2 petits moments. Je ne peux pas, il y a beaucoup de monde dans le bureau. Ah, d'accord, Lisanne. Je vais lire votre question. Dans le fond, les coordonnateurs en proche aidance sont-ils nommés par les CICIUS? Oui, bien en fait, il y a 27 coordonnateurs, comme ce que Marie nommait. Les PDG ont reçu les lettres annonçant qu'ils avaient un coordonnateur à nommer. Les lettres ont été envoyées en mai dernier, mais la dotation des postes se fait très graduellement, possiblement notamment là, en lien avec la situation actuelle là, de ressources humaines et puis de COVID qui perdure, là. Mais on est environ à 8 coordonnateurs nommés sur les 27 à ce jour. Donc, nous, comme ministère, on anime les coordonnateurs dans le sens qu'on les soutient, puis qu'on a une structure de soutien à l'implantation du rôle, puis on va accueillir au fur et à mesure les coordonnateurs lors de leur nomination, mais on sent qu'il faut stimuler dans certains établissements là, cet affichage-là, cette dotation-là, puis on a bien hâte de travailler avec l'ensemble des 27 coordonnateurs.
Merci, Michel. Il y avait quelqu'un qui demandait aussi, peut-être en complément d'information, s'il y avait une direction en tant que telle dont relevaient les coordonnateurs. Ben oui, c'est drôle, Céline, j'allais continuer dans ce sens-là. On n'a pas souhaité, comme ministère, identifier une direction, là, puis contraindre le réseau à faire atterrir les postes dans une direction spécifique. On voulait quand même laisser une certaine latitude, notamment parce que cette fonction-là, qui est une fonction dédiée à 100% à la coordination proche aidance, ressemble à la fonction des coordonnateurs en maltraitance aussi, et puis qu'on souhaitait, dans le fond, laisser aux établissements la possibilité de faire cohérence dans leur établissement avec la fonction des coordonnateurs maltraitance dans où ça avait atterri. Donc, ce qu'on a par ailleurs nommé, c'est qu'idéalement, par contre, comme la proche aidance est toute clientèle, tout programme service, bien, possiblement qu'à une direction qui a des fonctions davantage transversales, ça pourrait être plus intéressant, mais c'est à chaque établissement de le convenir. Actuellement, il y a des coordonnateurs en proche aidance qui sont à la direction qualité, éthique, performance. Il y en a d'autres qui sont à la direction SAPA, moins, à la direction santé publique, un peu moins. Donc, c'est comme ça à date que ça se dessine, là. Merci. Peut-être avant d'ouvrir le micro de Mme Lucille Agara, j'avais peut-être un complément d'information parce que je sais à quel point, Michel, le lien, finalement, le partenariat est important dans toute cette démarche-là. Mais vous avez parlé là, de l'appui, peut-être parler un peu du lien entre les appuis et les coordonnateurs. Là, Oui, merci Céline. C'est vrai, ce serait pertinent cette étape-ci. Comme vous le savez, dans le fond, l'appui national prend un virage, non seulement appui pour les proches aidants d'aînés, mais pour toute personne proche aidante de tout contexte. Et donc, l'appui s'est repositionné dans leur structure aussi de gouvernance. Et puis, il n'y a plus de, comme on les connaissait, les appuis régionaux qui étaient avec un conseil d'administration, tout ça, mais plutôt, dans chaque région, il y a un conseiller de l'appui. Qui va faire globalement les mêmes fonctions en lien avec le financement que l'appui reçoit et puis le financement des projets régionaux et puis toute la concertation locale. Mais donc, le conseiller de l'appui va travailler en tandem avec le coordonnateur en proche aidance des CCCIUS, vraiment avec une belle synergie là, du coordonnateur qui va être davantage en connaissance puis de tout ce qui se fait à l'intérieur du CCCIUS et le conseiller de l'appui au niveau du communautaire, mais là où notamment le coordonnateur et le conseiller de l'appui se rejoignent, c'est tout au niveau de la concertation locale et régionale, où les deux vont être très, très investis à ce niveau-là, là, pour stimuler les initiatives terrain et puis la concertation autour de la proche aidance. Merci. Je me demandais, Marie, est-ce que tu peux juste enlever ton partage d'écran, comme ça on va pouvoir plus se voir, même si les gens qui parlent, si vous voulez ouvrir vos caméras, des fois, ça fait plus social, mais pas d'obligation. Donc, je laisserai la parole à Mme Lucille, si vous voulez ouvrir votre micro et en option votre caméra. Oui, bonjour, je vais ouvrir mon micro seulement. Donc, je suis psychologue, je travaille en gériatrie. Je suis aussi membre du regroupement des psychologues en gérontologie. Par rapport à la mesure 39 qui est l'accès aux services, on nomme, je suis très contente que l'on nomme les consultations psychologiques là-dedans. Par contre, je me questionne, c'est quoi les mesures concrètes qui sont prévues, considérant que dans le réseau de la santé, on sait que c'est assez difficile d'avoir accès à un psychologue. Il y a beaucoup de listes d'attente, il y a peu de postes et il y a peu de psychologues finalement dans le réseau. Donc, est-ce que vous avez déjà des idées concrètes de comment ça va pouvoir se faire? Bien, cette mesure-là, en fait, il y a à terme, à l'intérieur de la mesure 39, en fait, qui est de rehausser les capacités des services sociaux généraux, à terme, il y aura 60 équivalents temps complet 60 postes équivalents temps complet qui vont être formés à l'intérieur de l'ensemble du réseau. Comment chaque établissement va décider de développer l'offre de services
va appartenir, dans le fond, à l'établissement, sachant qu'en fait, il pourrait y avoir des développements tout autant au niveau psychosocial qu'au niveau psychologique, là, connaissant le cadre de référence des services sociaux généraux et sachant qu'il y a aussi une fiche en lien avec les services psychologiques. Sachant aussi par ailleurs que cette offre de service-là est quand même moins développée, mais ce sera aux établissements à déterminer les budgets alloués là, où ils vont décider de les affecter. Mais ce qu'on souhaite, c'est que globalement, ça rehausse la capacité de soutenir les personnes proches aidantes qui auront besoin de soutien psychosocial. Ça va permettre notamment aux intervenants où il y avait une ambiguïté actuellement, là, notamment quand la personne était suivie par le soutien à domicile, puis que le proche aidant avait besoin de soutien, bien, il y a certains endroits, puis c'est vous qui nous l'avez dit, là, notamment, où l'offre de services des services sociaux généraux n'était pas accessible parce qu'il y avait une attente, est-ce que ce soit vous comme travailleurs sociaux ou comme psychologue qui suiviez les personnes proches aidantes des usagers SAD, bien là, c'est ça qu'on va détricoter. Là. Bien sûr, vous allez être en mesure de référer des personnes qui sont ambulantes aux services sociaux généraux pour pouvoir recevoir les services psychosociaux. Et par ailleurs, avec le soutien à domicile, on va vraiment travailler, puis ça, c'est une autre mesure, à vraiment bien baliser quand est-ce que ce sera plus pertinent, logique, que ce soit un intervenant du SAD qui soit en suivi psychosocial avec l'usager, avec la personne proche aidante de vos usagers. On va baliser ça davantage. Donc, je réponds à votre question de cette façon-là, mais en vous disant qu'il n'y a pas d'attente spécifique spécifiée au niveau du développement de services psychologiques dans les établissements. Ça va vraiment être à chaque établissement de convenir en fonction de leur évaluation des besoins. Donc, je crois que ça répond bien à la question de Lucille. Merci beaucoup. Madame Zelda Freitas, est-ce que vous voulez ouvrir votre micro? Oui, bonjour. Oui, on ne vous entend pas beaucoup, peut-être juste parler plus fort? Oui. Merci, Zelda. Merci pour ma question, Céline. Je veux juste savoir si vous pouvez commenter sur le développement des services pour les personnes proches aidantes en deuil, la proche aidance. Y aura-t-il une offre de services élaborée? Bien, au niveau des services en post-aidance, en fait, il va y avoir un guide qui va être développé par l'Appui pour soutenir, dans le fond, les organismes communautaires à développer des services en fonction des bonnes pratiques, en fonction des données probantes. L'offre de services des psychosociaux générales qu'on vient de nommer, en fait, va aussi intégrer le soutien à la post-aidance et il va y avoir également des communications à la population de cette offre de service-là. Donc, à un moment donné, là, de l'année prochaine, il y aura des informations sous forme de dépliants ou d'autres types d'informations auprès des organismes communautaires pour nommer que l'offre de services des services sociaux généraux pourra aussi être interpellée pour du soutien post-deuil ou en post-aidance. Également, il y a différents programmes de l'appui en mode numérique qui sont développés, qui couvrent également le moment de la post-aidance. Et il y a actuellement aussi un appel à solutions numériques qui est lancé pour l'ensemble des organismes communautaires qui vise à soutenir les organismes communautaires dans le développement de services en mode numérique. On a vu que c'est une modalité qui peut rejoindre beaucoup les personnes proches aidantes, qui peut aussi être efficace. Et donc, on intuitionne qu'il y aura au niveau des organismes communautaires un développement de services aussi au niveau de la post-aidance qui pourrait être offert en mode numérique, là. Merci beaucoup. Est-ce que ça répond à votre question? Michel, je te laisse. Puis également, je dirais, Madame Freitas, qu'il y a un fonds de recherche qui va être institué aussi avec le fonds de recherche Société Culture
et qu'on sera en mesure, ça va être un fonds de recherche davantage avec des actions de type action concertée, où on sera en mesure aussi comme ministère d'orienter les types de projets de recherche qui seront soutenus et nécessairement la post-aidance sera peut-être aussi un domaine où on va vouloir creuser davantage la recherche pour encore mieux développer un soutien adéquat aux personnes proches aidantes. Notamment, puis j'ouvre un petit peu là, une petite parenthèse dont on pourrait parler longtemps, mais les services sociaux généraux nous disaient, tu sais, est-ce que des modalités de groupe pour soutenir les personnes proches aidantes en post-aidance pourraient être d'intérêt? On sait qu'il y a beaucoup de groupes pour soutenir les personnes proches aidantes et puis les mettre en réseau, tout ça, mais quand il y a vraiment des objectifs de détresse ou à travailler au niveau psychosocial, est-ce qu'une modalité de groupe peut être intéressante? C'est sûr qu'en contexte de pénurie de ressources, ça peut être aussi intéressant d'aller voir de ce côté-là pour voir comment ça peut influencer le développement de services. Donc ça pourrait peut-être être une idée là, de recherche. Donc, il y aura de la place pour se développer au Québec là, en suivi efficace post-aidance. Merci. Merci, Michel. On voit toute la passion aussi de ce sujet. On a Isabelle du 6 Centre-Sud de Montréal. Est-ce que vous voulez ouvrir votre micro? Oui, bonjour. Moi, j'ai une question concernant en fait les suivis au niveau des résultats de toutes ces belles actions qui nous apparaissent quand même loin de la réalité, là, comme comité des usagers, on a beaucoup de proches aidants qui font appel à nous. On trouve ça très beau, mais je me dis que ça va être intéressant de savoir comment ces promesses-là vont réussir. Puis, est-ce que les résultats vont être publiés? À quel rythme on va suivre les développements de cette politique-là? Bien, c'est tout à fait pertinent. Il faut le voir, c'est vraiment rare hein, qu'une politique et un plan d'action sont enchâssés dans une loi. Là, ça a été le choix de notre gouvernement justement pour nous assurer que ça va demeurer une priorité parce qu'on le sait, hein, au fil des changements de gouvernement, ça n'a pas toujours été une priorité, la proche aidance. Et là, c'est vraiment un signal fort pour qu'au-delà des changements de gouvernement, quand c'est inscrit dans la loi, il y aura donc un plan d'action qui va se renouveler aux 5 ans. Il faut voir celui-ci comme un premier plan d'action. Je suis vraiment sensible à ce que vous nommez. Effectivement, le chemin, ça va être un chemin quand même qui va prendre du temps à parcourir, mais on sait que de fil en aiguille, de plan d'action en plan d'action, on va vraiment, comme société, devenir une société qui va mieux reconnaître, mieux soutenir les personnes proches aidantes. Puis comment on va mesurer ça? Bien, notamment dans la loi, l'Observatoire québécois de la proche aidance doit proposer à la ministre des façons, des approches d'évaluation et des indicateurs pour mesurer les impacts du projet de société. Et dans la loi, il va falloir à tous les 5 ans mesurer les impacts. Puis les impacts, ça va être sur la santé, le bien-être, l'équilibre de vie des personnes proches aidantes, notamment. Et on a aussi mandaté l'INES pour faire un travail, dans le fond, très structurant dans identifier quelles approches d'évaluation, quels indicateurs on devrait développer pour être capable de mesurer les impacts sur les personnes proches aidantes, puis se mesurer comme société aussi de plan d'action en disant, bien là, on est rendu là. Puis il y a encore beaucoup de chemin à faire pour atteindre, dans le fond, des objectifs de meilleur soutien. Et voici ce qui va nous guider pour les actions du prochain plan d'action et du suivant et du suivant. Donc, on est très conscient que malgré ces 61 mesures-là, il y a quelque chose qui nous apparaît comme presque utopique, là, mais c'est un premier coup, c'est vraiment un premier envol avec 61 mesures qui, dans 5 ans, va nous amener, on le souhaite, ailleurs, sachant très bien que ça ne répondra pas à tous les besoins. Je ne sais pas, Isabelle, si ça répond un petit peu plus à votre questionnement, mais également, chaque mesure va avoir ses propres indicateurs et va être mesurée dans ce qu'on appelle au ministère un cadre de suivi préliminaire là, de plan d'action. Donc, et dans la loi, Mme Blais va devoir
répondre de l'état d'avancement du plan d'action annuellement à l'Assemblée nationale. Donc ça, c'est vraiment des exigences qu'habituellement des politiques n'ont pas, que nous, on a. Donc, il y a comme plein de remparts pour que ce ne soit pas échappé puis qu'on avance comme société, puis qu'on mesure bien les impacts. C'est bon, merci. Merci à vous. Isabelle. On a Annick Paradis du regroupement des proches aidants de Bellechasse. C'est tout ça? Donc, Madame Paradis, vous pouvez ouvrir votre micro. Oui, bonjour, c'est bien ça. En fait, moi, j'avais une question. Dans les orientations, on voyait qu'on parle de l'unicité de la dyade aidant à aider, que chaque situation est unique et qu'il va falloir tenir compte des réalités du proche aidant aussi, en plus de la réalité de la personne aidée. Fait que ce que j'en comprends, c'est que l'offre de service ne va pas s'appuyer uniquement sur le profil de la personne aidée et je me demandais qui va s'assurer que le réseau va faire ce tournant-là. Bien, ça va se faire beaucoup par le biais de la mesure que Marie a présentée tout à l'heure, qui est la première mesure de l'axe 3, où on va élaborer avec vous, avec le réseau, un cadre de référence. Parce qu'en fait, c'est tout nouveau que certaines personnes proches aidantes vont devenir usagers de notre réseau. Donc, et puis c'est là dans tous les programmes services. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? Tu sais, comment, à quel moment est-ce qu'on va identifier certaines personnes proches aidantes comme usagers, ouvrir un dossier, évaluer leurs besoins, mettre en place un plan d'accompagnement, parce que dans la loi, au niveau de la proche aidante, ce n'est pas un plan d'intervention qui a été nommé, c'est un plan d'accompagnement de la personne proche aidante. Ce n'est pas comme tout à fait comme un plan d'intervention. Il va falloir bien camper ce qui est un plan d'accompagnement, voir c'est quoi l'offre de service pour les personnes proches aidantes, comment on les considère dans une approche de partenariat, comment on concilie, dans le fond, la dyade, parce que des fois, la dyade aidante-aidée ne veut pas la même chose. Et puis, les objectifs peuvent être divergents. Fait comment on concilie ça dans une approche de partenariat commune? Qui va suivre la personne proche aidante? Est-ce que c'est le même intervenant que la personne aidée? Il y a comme plein de questionnements, puis on ne peut pas improviser rapidement, puis seulement au ministère, toutes ces réponses-là. Donc, c'est pour ça qu'il a fallu vraiment se donner comme... d'après les fêtes à peu près autour de décembre là, 2023, début 2024, là, pour vraiment camper un cadre de référence qu'on va vouloir travailler avec le réseau, parce que vous avez beaucoup de ces réponses-là, là, puis éventuellement, ben, on sait, on est dans l'ère des trajectoires aussi, puis des parcours. L'idée, c'est de développer une offre de service, puis de camper ça en trajectoire, mais de le faire avec vous pour qu'on puisse vivre avec ça pendant les années à venir, là, puis comment on va mesurer ça au niveau des interventions qui sont faites pour les personnes proches aidantes pour que ce soit réaliste. Puis on va vouloir le travailler avec vous, puis pour qu'on puisse... c'est pas rien, ce sont de nouveaux usagers dans notre réseau. Là. On sait très bien qu'actuellement, dans certains continuums SAPA, vous ouvrez des dossiers pour les personnes proches aidantes, dans d'autres, non. Des fois, c'est un dossier qui est ouvert parallèlement à celui de l'aider. En fait, là, on n'est pas en mesure de donner des lignes directrices tout de suite. On vous dit, continuez ce que vous faisiez. Et puis, ben, on va vous interpeller en temps opportun pour venir travailler avec nous pour qu'on puisse faire sens avec tout ça. Mais pas juste SAPA, là, santé mentale, des PDI-TSA, services sociaux généraux, que ce soit cohérent là, dans comment on va le faire. Et il y aura un lien qui se fera avec le secteur communautaire ou... Est-ce que c'est le coordonnateur dans les CIS, est-ce qu'il y aura aussi le rôle de faire avec ce qui existait déjà dans la communauté? C'est comme nous, le regroupement des proches aidants, on existe maintenant depuis 20 ans. On travaille déjà en collaboration avec le CIS de notre territoire. Est-ce qu'on a accès au coordonnateur si on veut soumettre des idées, échanger, trouver des façons de faire là où on sait que ça accrochait déjà avant? Bien, absolument. Puis en fait, vous avez accès aussi à l'agent au conseiller en développement de l'appui et au coordonnateur. N'hésitez pas à les interpeller. Puis eux autres travaillent en dyade, là. Puis vraiment pas de façon coupée, la communauté, l'agent de développement de l'appui, puis le coordonnateur, l'interne des CCCIUS. Il y a quelque chose de perméable là-dedans. Là. Mais l'important, c'est qu'eux soient bien au fait des besoins de chaque territoire pour pouvoir influencer aussi le développement des services, soit par les projets de l'appui que l'appui va financer ou par d'autres types de développement là, qui pourront permettre d'avoir des services le plus adaptés possible.
en sachant que, tu sais, il y a 1 500 000 personnes proches aidantes au Québec. Ça va être une toute petite portion de personnes proches aidantes qui vont être usagers du réseau de la santé et des services sociaux. La plupart des personnes proches aidantes sont dans la communauté, consomment des services aussi avec les organismes communautaires. Donc, on a vraiment le souci dans le plan d'action de rehausser aussi la capacité des organismes communautaires à développer des services pour les proches aidants. Et ça va se faire, il y a une mesure spécifique pour ça aussi. Ça va se faire fort possiblement par le biais d'ententes spécifiques. Donc, il va y avoir là, cette possibilité-là dès l'année prochaine là, d'aller rehausser des services dans la communauté. Ah, parfait. Merci beaucoup, Mme Archambault. Ça fait plaisir, Mme Paradis. Merci pour vos questions. Peut-être une dernière avant la fin du webinaire. J'ai M. François Gagnon qui n'a pas de micro. Alors, je vais vous mentionner sa question. Est-ce que les proches aidants de nos CHSLD pourront bénéficier d'employés dédiés à leur soutien, comme des psychologues, des travailleurs sociaux, des intervenants en soins spirituels, ou, comme on le fait présentement, ce sera aux ressources actuelles de répondre aux demandes de soutien? Est-ce que la question est claire? Ben oui, la question est claire. Puis en fait, on va référer à la politique qui a été publiée au niveau de l'hébergement de soins de longue durée, de soins de longue durée. Marie a évoqué que le plan d'action va paraître au printemps prochain. Donc, je vous inviterai à être attentif au plan d'action, mais dans le fond, il y a une orientation de la politique qui nomme vraiment qu'il y aura une attention importante en centre d'hébergement dans l'accueil et l'accompagnement des personnes proches aidantes tout au long du parcours là, du résident. Comment ça va se vivre? Bien là, ça va être davantage détaillé dans le plan d'action à paraître bientôt. Fait que je vous invite à être vigilant, mais vraiment, c'est une action importante. De là à nommer est-ce qu'il y aura des intervenants supplémentaires ou pas, dans le comment ça va se faire, ça va être davantage détaillé dans le plan d'action, mais il y a vraiment une priorité de ce côté-là, d'accueillir, accompagner dans une approche de partenariat, que la personne proche aidante se sente elle aussi, comme à la maison, auprès de son aidé, et se sente partie prenante des soins et services offerts, mais toujours dans le respect de sa volonté et de ses capacités d'engagement. Puis je voulais peut-être nommer, est-ce que ça va, monsieur, c'est marqué un grand merci. OK, parfait. Puis j'aurais peut-être voulu, Céline, nommer, peut-être ajouter quelques petites informations sur des mesures de répit, des mesures qui soutiennent les personnes proches aidantes qui sont aussi à venir. Il y a aussi, on va vouloir bonifier l'offre de services en centre de jour pour aînés. Il y a une mesure très structurante avec quand même pas mal de budget là, dans le plan d'action pour bonifier les centres de jour. Donc ça, vous allez entendre parler de ça là, dans les mois puis dans l'année à venir. On va vraiment vouloir porter une attention aux centres de jour. Et il y a aussi le répit avec nuitée, notamment hors domicile, dans les maisons Gilles Carle ou d'autres types de répit hors domicile avec nuitée dont on continue le développement. Le répit avec nuitée à domicile avec Baluchon Alzheimer. Et vous dire aussi que le programme service des PDTSA, parce que vous êtes très proches souvent, eux aussi vont analyser par région les besoins en répit pour la clientèle et puis développer des solutions pour répondre davantage à ces besoins-là pour la clientèle qui est souvent connue aussi du soutien à domicile. Donc, il y a ça que je voulais vous nommer aussi. Merci. Est-ce que, je ne sais pas si, bon, il est 13h02, est-ce qu'on peut prendre une dernière question, dernière, où vous aviez un horaire... Bien, une toute dernière, puis c'est vrai que moi, j'ai une rencontre qui débutait, là, mais une dernière, ça ferait plaisir. Marie, hein, ça va pour toi aussi? Bien oui, d'accord. Tout à fait. Une petite dernière. Marie-Claude McNicol. Oui, bonjour. C'est ça que j'écrivais à mon souvenir. Il me semble qu'on m'avait dit que le cordeau proche aidance et le cordeau maltraitant seraient quand même assez complémentaires. Moi, je suis chanceuse, j'en ai une cordeau proche aidance dans mon établissement. Puis, dans le fond, on devait aussi coordonner nos activités ensemble. Puis on dirait qu'à la lumière de ce que vous avez présenté aujourd'hui, ben, je vois pas tant, c'est différent, mais je veux dire complètement dans des sphères différentes, là, puis je vois moins la complémentarité. Bien, en fait, on veut que le rôle de coordination
territoriale se développe de façon cohérente. Qu'on fonctionne. Ce matin, j'ai eu une rencontre avec le secrétariat aux aînés, justement en lien avec, on veut faire les choses d'une façon très semblable pour pas qu'il y ait de confusion puis qu'on fonctionne de façon différente avec ces deux coordonnateurs-là. Mais par ailleurs, mais je pense que vous avez raison que sur le terrain, les objets sont différents, la maltraitance, la proche-aidance. Mais par contre, des fois, il y a vraiment des points de réunion, là. Donc, on va être attentif à ça. Puis, s'il y a pertinence de les réunir pour catalyser comment leur rôle, le développement de leur rôle peut être optimisé, bien, on va le faire. Mais c'est vrai que c'est sur des objets différents, là. Mais on a le souci que ça se développe d'une façon semblable pour ne pas semer de confusion, que ce soit comme tous les deux, c'est des fonctions dédiées. Il n'y a pas le même nombre de coordonnateurs maltraitance que de proche aidance par ailleurs, parce que ça avait commencé avant puis d'une autre façon. Mais nous, on s'arrime pour une reddition de compte très semblable. C'est dans ce sens-là qu'on veut que ce soit cohérent et logique, mais c'est sûr que leurs fonctions sont différentes. Mais des fois, il y a des points on a des mesures en lien avec le secrétariat aux aînés. Je vois que Jovane Guénette est là actuellement, mais on a des mesures en lien avec la bientraitance pour les personnes proches aidantes. Bien là, nécessairement, on fait de grands liens avec le secrétariat aux aînés et sur le terrain, les coordonnateurs vont faire des liens ensemble. Aussi en lien avec le plan d'action maltraitance apparaître, il y aura des actions aussi pour les personnes proches aidantes. Fait que ces liens-là qui vont se faire, qu'on n'échappera pas, là. D'accord. Fait qu'on est plus dans la structure qui va se ressembler. Puis après ça, nous, si jamais il y a de la maltraitance dans une relation de proche aidance, d'un sens ou dans l'autre, le soignant, l'aidant ou l'aidé, d'avoir une sensibilité à cette situation-là, mais on n'est pas tant, une remplace pas nécessairement l'autre en l'absence de l'une. Oh non, absolument pas, parce qu'ils ont vraiment des fonctions dédiées, là, un et l'autre, là. Bon, ben, c'est très clair. Merci beaucoup. Merci. Merci de votre grande générosité. Ça y est, je déparle. C'était comme un marathon de questions. Merci beaucoup. Là, je trouve ça très généreux. Donc, je vous laisserai partir. Encore une fois, merci à tout le monde d'avoir été là. Dans un délai d'une semaine, là, le PowerPoint et la présentation seront disponibles sur le site de la communauté de pratique aînée. Donc, encore une fois, merci. Merci Céline, merci Nicole, puis Marie, puis bon temps des fêtes à tous. Oui, c'est vrai. Bye bye. Au revoir.